Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. C'est une phrase terrible. Et le plus glaçant, c'est qu'elle n'arrive qu'à la toute fin du livre. Ah oui, elle est peinte sur le mur de la grange. Exactement. C'est l'aboutissement, la perversion finale de tout l'idéal de départ. Ce n'est pas une formule, c'est une conclusion. Absolument. Et c'est bien pour ça que La ferme des animaux de George Orwell, ce n'est pas du tout un conte pour enfants avec des animaux qui parlent. Pas du tout, non. C'est en fait une allégorie, mais d'une lucidité implacable, sur la façon dont le pouvoir peut corrompre et dont les révolutions peuvent être trahies de l'intérieur. Orwell a vraiment mis en scène ce mécanisme terrible où les libérateurs deviennent pires que les tyrans qu'ils ont chassés. Un mécanisme qu'on a malheureusement beaucoup vu dans l'histoire, et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, ensemble, de la première étincelle d'espoir à la tyrannie la plus sombre. Une analyse qui, je pense, parlera à tout le monde, qu'on ait lu le livre ou non. On va essayer de comprendre comment un rêve de liberté peut se transformer en son exact contraire. Alors tout commence où ? Tout commence dans la ferme du manoir, une ferme anglaise très banale. Dirigée par Monsieur Martin, un fermier qui, disons, aime un peu trop la bouteille et néglige ses animaux. Voilà. Et un soir, il y a une réunion secrète dans la grande grange. Elle est organisée par le vieux major, un cochon très sage, très respecté. Et il va faire un discours qui va tout changer. C'est un discours fondateur. Il met des mots sur une souffrance que tous les animaux ressentent. Il leur dit en substance « Nos vies sont misérables, ce ne sont que labeur et esclavage. Et surtout, il nomme un responsable. » C'est ça, le point clé. L'homme est le seul véritable ennemi. Il consomme sans jamais produire. Donc, si on se débarrasse de l'homme, le fruit de notre travail nous appartiendra. C'est simple, mais c'est d'une puissance incroyable. Et il finit en leur apprenant un chant, bête du monde. Et là, psychologiquement, c'est un coup de génie. Il leur donne les deux moteurs de n'importe quelle révolution. D'un côté, un rêve, un idéal commun. Et de l'autre, un ennemi commun, bien visible, l'homme. C'est le ciment de leur future unité. Le vieux major meurt quelques jours plus tard, mais bon, la graine est plantée. Et ce sont les cochons, qui sont considérés comme les plus intelligents, qui prennent la suite. Avec deux figures qui s'opposent déjà un peu. Oui, on a Chérubin, qui est décrit comme très vif, très inventif, et puis Napoléon, qui est beaucoup plus taciturne, plus féroce. Et il ne faut pas oublier le troisième, Queener. Lui, c'est le communicant. Le livre dit qu'il peut vous faire croire que le noir est blanc. Il est essentiel pour la suite. Ensemble, ils créent un système de pensée, l'animalisme. Mais la rébellion, elle arrive sans crier gare. Par accident presque. C'est ça. Un soir, Martin a trop bu. Il oublie de nourrir les bêtes. Elles ont faim, elles défoncent la porte de la réserve. Martin et ses hommes arrivent avec des fouets et là... C'est l'étincelle. Tout bascule. Les animaux, unis par la faim et la colère, les attaquent et les chassent. C'est une euphorie totale. Ils brûlent les fouets, les morts, tout ce qui symbolise leur servitude. C'est un moment de libération très physique, très cathartique, quoi. La ferme est renommée la ferme des animaux. Et pour que tout soit clair, Chérubin peint les 7 commandements sur le mur de la grange. Des règles comme « tout ce qui a 2 jambes est un ennemi ». Et la plus importante, tous les animaux sont égaux. Sur le papier, c'est parfait. Mais il y a déjà un tout petit détail qui cloche. Oui, une toute petite note discordante, presque invisible. Juste après la rébellion, on traite les vaches. On a 5 seaux de lait, mais quand les animaux reviennent des champs... Le lait a disparu. Mystérieusement. Voilà. Et on ne saura que plus tard où il est passé. Le premier été, malgré ça, c'est une sorte d'âge d'or. Les animaux travaillent très dur, mais pour eux-mêmes. Et ils sont heureux. La récolte est un succès incroyable. On voit surtout Tonnerre, le cheval de trait, qui devient le héros de tout le monde, avec sa devise « Je travaillerai plus dur ». Exactement. Vite que les cochons, ils ne travaillent pas vraiment. Ils supervisent. Ils dirigent. Et on apprend que le fameux lait disparu, il est mélangé à leur nourriture. Et puis pareil pour les pommes du verger. Tout pour les cochons. Forcément, ça commence à grogner un peu chez les autres. L'égalité, c'était quand même le principe numéro 1. C'est là que Queener, le communicant, entre en jeu. Et sa justification, c'est un chef-d'œuvre de manipulation. Ah oui, c'est brillant et terrifiant à la fois. Il explique que les cochons sont des travailleurs cérébraux. Leur santé est donc cruciale pour la bonne marche de la ferme. Et il sort l'argument massu. L'argument final. Vous ne voulez tout de même pas que Martin revienne ? Et là, plus personne ne dit rien. C'est la première fois que la peur est utilisée comme un outil de contrôle. Le chantage au retour de l'ancien tyran, c'est redoutable. D'ailleurs, les humains tentent de revenir.
Mais ils se font repousser à la bataille de l'Étable. Une victoire éclatante menée par Chérubin. Ce qui ne fait qu'augmenter la rivalité entre lui et Napoléon. Ils ne sont d'accord sur rien. Surtout sur le grand projet de Chérubin. Construire un moulin à vent pour avoir de l'électricité. Un projet moderniste qui promet moins de travail, plus de confort. Napoléon, lui, est totalement contre. Et on arrive au jour du vote, le moment de la rupture. Chérubin fait un discours incroyable. Tout le monde est convaincu. Il va gagner. Et là, Napoléon pousse un cri bizarre. Et 9 chiens énormes, les chiots qu'il avait élevés en secret, se jettent sur Chérubin. Il arrive à s'enfuir de justesse, mais on ne le reverra jamais. c'est un coup d'État, c'est la fin du débat démocratique. La force brute remplace la parole. Immédiatement, Napoléon annonce que les assemblées du dimanche sont supprimées. Un comité de cochons prendra toutes les décisions. Point final. Et là, on se demande, que ferait-on à leur place? Face à ces molosses qui grognent, qui oserait protester? Personne. C'est la peur qui paralyse tout. Le silence qui suit est assourdissant. Et le pire, c'est que quelques semaines plus tard, Napoléon annonce que le moulin sera construit. Incroyable. Queener explique que c'était son idée depuis le début. Son opposition, c'était juste une tactique pour se débarrasser du traître Chérubin. La réécriture de l'histoire a commencé. Et ça ne va plus s'arrêter. La vie devient alors un enfer. Les animaux travaillent comme des esclaves sur ce moulin, et les principes de l'animalisme sont bafoués les uns après les autres. On se met à commercer avec les humains. Les cochons emménagent dans la maison de Martine, ils dorment dans les lits, ce qui est une violation directe d'un des commandements. Oui, et c'est là qu'on voit un autre mécanisme de la tyrannie. Exactement. Capucine, la jument, a un doute. Elle demande à Mireille, la chèvre qui sait lire, de vérifier le commandement sur le mur. Et la surprise, Il y a eu une petite modification, il est écrit « Aucun animal ne dormira dans un lit ». avec des draps. Et c'est ça, le génie pervers du totalitarisme. On ne viole pas la loi, on la réécrit. On change le passé pour justifier le présent. C'est presque pire que de mentir. On vous fait douter de votre propre mémoire, de votre propre réalité. C'est une forme de gaslighting à l'échelle d'une ferme entière. Puis, les catastrophes s'enchaînent. Une tempête détruit le moulin. Évidemment, Napoléon accuse Chérubin d'être un saboteur. Le bouc émissaire parfait. Un ennemi invisible qu'on peut accuser de tous les maux. Ça resserre les rangs par la haine et ça justifie plus de contrôle. L'hiver est terrible. La famine arrive. Les poules se rebellent, elles refusent de donner leurs œufs. La répression est brutale. 9 d'entre elles meurent de faim. Et puis arrive la scène la plus terrifiante du livre. Les purges. Napoléon convoque tout le monde. Ses chiens traînent plusieurs animaux au milieu de la cour. Et là, il confesse des crimes. Complètement insensés. D'avoir collaboré avec Chérubin, des choses comme ça. Et ils sont immédiatement égorgés sur place, devant tout le monde. C'est la terreur. On est passé aux purges staliniennes. Le but n'est même plus de punir, mais de créer un climat de paranoïa où personne n'ose même plus avoir une pensée critique. On imagine le choc, devoir assister à ça, voir ses camarades se faire massacrer après avoir avoué des crimes impossibles. C'est l'horreur absolue. Juste après ce massacre, on annonce que l'hymne « Bête du monde » est interdit. La raison officielle, Catastrophe. la rébellion est terminée, la société parfaite est atteinte, plus besoin de chanter l'espoir d'un monde meilleur, puisqu'on y est. L'ironie est... Sinistre. La tyrannie est maintenant absolue. Les commandements continuent d'être changés en secret. Aucun animal ne tuera un autre animal devient aucun animal ne tuera un autre animal sans raison. Aucun animal ne boira d'alcool est complété par « avec excès ». Chaque vice des dirigeants est légalisé après coup. Napoléon devient un quasi-dieu, avec un culte de la personnalité. Et c'est là qu'arrive l'épisode le plus poignant, le sort de Tonnerre. Le travailleur modèle, le plus loyal de tous. Après une nouvelle attaque des fermiers, le moulin est encore détruit. Tonnerre travaille jusqu'à l'épuisement total pour le reconstruire. Et un jour, il s'effondre. Il a tout donné. Littéralement. Napoléon fait semblant d'être triste et annonce qu'il l'envoie chez le meilleur vétérinaire. Une camionnette vient le chercher. Mais au moment où elle part, Benjamin, le vieil âne, cynique, Celui qui sait lire mais qui ne dit jamais rien. se met à braire comme un fou. Il a lu ce qui est écrit sur le côté de la camionnette. Alfred Simon, équarrisseur. C'est la trahison la plus abjecte. Le symbole du prolétariat dévoué, celui qui a sacrifié sa vie, n'est même pas remercié
Il est vendu pour sa carcasse. Et on apprendra que l'argent a servi au cochon à s'acheter une caisse de whisky. C'est l'exploitation totale. On a volé son travail et maintenant on vend son corps. Il n'y a pas de mots. Des années passent, la ferme est plus riche, mais la vie des animaux est toujours aussi dure, sauf pour les cochons et les chiens. Et un soir, il voit un spectacle hallucinant. La dernière étape de la transformation. Queener sort de la maison, en marchant sur ses pattes arrière. Le tabou ultime est brisé. Ils adoptent l'attribut de l'homme, l'ancien ennemi. Il est suivi par les autres cochons. Napoléon ferme la marche avec un fouet. Et au même moment, les moutons se mettent à bêler un nouveau slogan qu'on leur a appris. L'ancien slogan, c'était 4 jambes bien, 2 jambes non. Maintenant, ils bêlent 4 jambes bien, 2 jambes mieux. La perversion totale du langage, on inverse le sens pour dire le contraire de l'idéal de départ. Les animaux courent vers le mur de la grange, les 7 commandements ont disparu, effacés. À la place, il n'y a plus qu'une seule phrase. Celle par laquelle on a commencé. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. La contradiction est devenue la loi. Et la toute dernière scène est inoubliable. La nuit, les animaux regardent par la fenêtre de la ferme. À l'intérieur, les cochons dînent. Ils jouent aux cartes avec les fermiers humains. Leurs anciens ennemis. Une dispute éclate pendant le jeu. Et le livre se termine comme ça. Les créatures du dehors regardaient le cochon, puis l'homme, et l'homme, puis le cochon. Mais il était déjà impossible de dire qui était qui. Le cycle est complet. Les opprimés sont devenus les oppresseurs. Ils sont devenus identiques physiquement et moralement à leurs anciens maîtres. La révolution a recréé la tyrannie. Le livre se termine là-dessus, sans espoir. Et Orwell nous laisse avec cette question qui est toujours aussi actuelle. Est-ce que les révolutions sont condamnées à échouer à cause d'une faille dans l'idéal ? Ou bien est-ce que c'est la nature même du pouvoir qui corrompt tout, qui transforme inévitablement n'importe qui en tyran ? Une question à méditer, je crois, longtemps après avoir refermé le livre.